Bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons parler maintenant des transformations de Lorentz. Donc, ce que nous recherchons, c'est les transformations pour passer de coordonnées primes aux coordonnées normales, comme nous l'avions vu pour les transformations de Galilée. On a déjà vu que y égale y', z égale z', et donc, ce qu'on recherche, c'est comment est-ce qu'on relie xt pour un événement donné à x', t', les coordonnées de cet événement dans K'. Alors la déduction que nous allons voir n'est pas simple et la principale difficulté auquel il faut toujours bien réfléchir, quand on applique des résultats comme la dilatation du temps, est-ce qu'on le fait bien avec les conditions, les restrictions que nous avons vues pour l'application de la dilatation du temps. Ça, c'est la seule chose importante. Alors, on considère deux événements. Un événement E1 qui, dans K, a les coordonnées x, 0 pour le temps, et un événement E2 qui, toujours dans K, a pour coordonnées x et t. Et en toute généralité, dans K', nous ne pouvons pas faire d'hypothèse a priori sur les coordonnées. Tout ce qu'on peut dire, c'est que x1 doit avoir une coordonnée x seconde, t seconde, nous ne savons pas encore lesquelles, et l'événement E2 doit avoir les coordonnées x', t'. Par exemple, les deux coordonnées x sont les mêmes pour les deux événements dans K, mais pas au même instant. Et pendant ce temps-là, le repère K' se déplace pendant la durée t. Et donc, dans K', les deux événements ne doivent certainement pas avoir les mêmes coordonnées. Ce que nous recherchons, typiquement, c'est la relation xt avec x', t', donc la relation que nous cherchons pour les transformations des coordonnées. Alors, l'événement 1 se produit à l'instant initial, mais à une certaine distance de l'origine. Donc, on a deux événements, dans K, l'événement 0, 0 et l'événement x0, qui sont simultanés dans le K. Mais nous savons qu'il y a une désynchronisation des horloges, que nous avons vu dans la vidéo précédente, et donc que l'instant correspondant pour celui-là doit être décalé, désynchronisé, et doit valoir moins x v gamma sur c carré. Ça, c'est ce que nous avions vu. De plus, entre cet événement et l'événement E1, on a une distance x dans K et une distance x seconde dans K'. Mais pendant... Et donc, la coordonnée x seconde, dans K, qui se déplace, doit subir une contraction des longueurs. Donc on doit avoir x seconde égale gamma x. Une fois qu'on est en x, on attend un certain temps t, dans K, on attend l'événement E2. Mais pendant ce temps-là, le point correspondant x seconde s'est déplacé à la vitesse v. Et lui aussi subit une contraction des longueurs. Donc on doit avoir x' égale x gamma moins vt gamma, donc on part
de x secondes, on attend, et moins vt gamma est donc égal à gamma moins x moins vt. En x secondes, donc quand on est dans K' et qu'on se déplace avec la coordonnée, dans K', il y a aussi ce temps d'attente jusqu'à E2, mais avec une dilatation du temps. Et donc, on doit avoir, lorsque E2 se produit, t secondes, donc on est en événement E1, x secondes, t secondes, on attend la durée jusqu'à E2, on attend t dans K K', il y a une dilatation du temps, donc on attend t plus t secondes plus t fois gamma. Mais E1 et E2, dans K' ne se produisent pas au même endroit. Eux aussi, là aussi, il y a un déplacement à Vt dans K, qui a une contraction des longueurs quand il est considéré dans K', avec une désynchronisation. Parce qu'il n'est pas au même endroit. À nouveau, comme dans la vidéo précédente. Et cette fois-ci, dans le sens inverse, vers K', donc avec un signe opposé. Donc, en définitive, T' doit être égal à T sur gamma moins XV gamma sur C carré plus V carré T gamma sur C carré. Avec un peu d'algèbre, on remanipule tout ça, et on obtient gamma fois T moins V sur C carré fois X. Et donc on aboutit ainsi aux équations de Lorentz, aux transformations de Lorentz, qui redit les coordonnées de l'événement E2, xt dans K, à x'T' dans K'. On obtient ainsi x', donc on a obtenu ci-dessus, égale gamma x moins vt, y' égale y, z' égale z, et t' égale gamma t moins v sur c carré x. Alors on peut comparer aux transformations de Lorentz, on peut les comparer aux transformations de Galilée. Alors, pour les transformations de Galilée, il s'agit de situations où les vitesses sont très petites. Donc gamma, environ égal à 1. Et V est très petit par rapport à C carré, et donc ce terme-ci est minuscule, il peut être négligé. Et donc, on retrouve les transformations de Galilée, x' égale x moins vt, t' égale t. Pour les transformations de Lorentz, on a donc le terme vt, qui n'est pas étonnant, on l'a dans la transformation de Galilée, et dû au fait que K' se déplace. On a des facteurs gamma, c'est pas très étonnant non plus, avec la contraction des longueurs, la dilatation du temps. Le point important, c'est ce terme-là en plus, qui est dû au fait que temps et espace sont entremélangés, il est dû à la désynchronisation. Il est très important pour assurer la consistance des phénomènes relativistes. C'est une des raisons pour lesquelles je conseille d'appliquer les transformations de Lorentz, qui sont non ambiguës. On a un événement et les relations entre les coordonnées, et il n'y a pas à se demander dans quel sens on applique, de K à K' ou K', c'est pas les mêmes relations, c'est pas inversible. Et ces transformations sont toujours valables. Pas à se demander, tiens, a-t-on mesuré le temps au même endroit, comme nous en avions parlé. C'est donc beaucoup plus sûr. On peut donc les inverser. Alors ça, je vous le laisse faire comme exercice. Que se passe-t-il? On peut inverser ces relations-là pour tirer x et t
en fonction de x', t', on trouve que x égale gamma fois x plus vt, x' plus vt', y égale y', z égale z', et t égale gamma fois t' moins v sur c carré plus v sur c carré x'. Je vous laisse faire cet exercice pour voir. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que pour les relations inverses, on a exactement les mêmes transformations, sauf que V a changé de signe. Et c'est normal. Si K' se déplace dans un sens par rapport à K, K se déplace dans l'autre sens par rapport à K'. La vitesse est inversée, change de signe quand on considère un sens ou l'autre. Et donc, ces relations sont inversibles, contrairement à ce que nous avions avec les autres phénomènes. Un petit bout d'histoire. Ces relations furent d'abord en fait trouvées par Lorentz, d'où leur nom, transformation de Lorentz. Il ne les a pas trouvées dans le cadre de la relativité, mais il les a trouvées en étudiant les équations de Maxwell, les équations de l'électromagnétisme, qu'on pourrait qualifier de théorie relativiste avant l'heure. C'est en étudiant comment les équations de Maxwell devaient se transformer d'un repère à l'autre qu'il a trouvé ces transformations. Si ce n'est qu'il continuait à travailler avec les transformations de Galilée et considérait dans ces transformations que t' et x' n'étaient pas le temps et la position réelle, mais de simples paramètres formels. Einstein a retrouvé ces relations en procédant comme nous, en considérant ab initio que la vitesse c est invariante et après un certain nombre de déductions, on a conclu et retrouvé ces relations. Ce qui lui a permis également de comprendre le sens physique, à savoir que t' et x' ne sont pas de simples paramètres formels, mais sont réellement la position et le temps tels que mesurés dans le repère K' avec des étalons, des horloges, etc. Donc on sait d'ailleurs qu'à la même époque, Poincaré était très proche de cette solution. Il y était presque arrivé. Mais là, il a coincé, c'était surtout un mathématicien Poincaré, Henri Poincaré. Il a coincé sur la compréhension physique. Lui aussi est resté attaché à cette notion d'espace et de temps absolu, et il n'a pas compris l'aspect physique. Donc, on doit bien considérer que Einstein est le père de la relativité. Même s'il n'était pas le seul à travailler sur le domaine. Mais ça, c'est une légende d'histoire d'un scientifique qui pond une théorie tout seul dans son coin. C'est faux, ça n'arrive jamais. Jamais dans toute l'histoire, un scientifique n'a réalisé les choses tout seul. Tout scientifique travaille en collaboration avec d'autres scientifiques et hérite des résultats du passé. C'est vrai à toute époque, même à l'époque de Newton. De plus, avec l'avancée des techniques et des résultats expérimentaux, il arrive toujours à un stade où la situation est mûre pour faire une découverte. Où tous les éléments sont là. Il n'y a plus qu'à les mettre ensemble et faire la cuisine. Et il n'est donc pas rare que plusieurs scientifiques fassent les mêmes découvertes en même temps et où on soit très proche. À l'époque de Newton a élaboré le calcul des fluxions, qui est en fait une forme de calcul différentiel. Et Leibniz, de son côté, a aussi élaboré le calcul différentiel, ce qui a entraîné, surtout de la part de leurs continuateurs, une grosse querelle de paternité. Et beaucoup plus récemment, à l'autre bout, la théorie du boson de Higgs fut élaborée par plusieurs scientifiques en même temps. Groth et Englert en Belgique,
Peter X en Angleterre, et même des Russes qui avaient développé aussi leur approche. Une approche fort différente dans leur cas. Booth, Englert et X avaient élaboré la même théorie. Il se fait que c'est le nom de X, pour des raisons de publication, des raisons historiques, c'est le nom de X qui a été attribué à la particule, et c'est ce nom qui est resté. Mais quand on a dû attribuer le prix Nobel, on l'a offert à Englert et X, Booth étant décédé, et on n'attribue jamais le prix Nobel à titre posthume. Donc c'est fréquent. Il n'empêche qu'il y a souvent des querelles de paternité. Qui a inventé la relativité? Certains défendent Poincaré, d'autres même Hilbert. Toutes ces querelles de paternité peuvent avoir un intérêt historique, pour savoir qui a fait quoi à telle époque, etc. D'un point de vue scientifique, ce type de querelle est stérile et totalement sans intérêt. D'un point de vue scientifique, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est la théorie. Peut-être que ce qui a aussi alimenté ces débats et ces querelles, c'est cette idée fausse d'un Einstein cancre qui réussit à inventer la relativité et savant isolé. Alors, non, Einstein n'était pas un cancre, il a quand même obtenu le diplôme de Polytechnique, le même diplôme que moi d'ailleurs, sauf que lui c'était en Autriche et en Belgique bien entendu. Il a obtenu le diplôme de Polytechnique. C'est quand même un haut niveau universitaire. Alors, il n'était pas considéré comme un bon élève. Parce qu'il y a certaines choses qui l'intéressaient, et ce qui l'intéressait pas, il avait tendance à le taper de côté. Il est loin d'être le seul à avoir jamais fait ça. Hein. Il a quand même réussi. De plus, il regrettait beaucoup que certaines matières ne soient pas enseignées à l'époque. C'était le cas de l'électromagnétisme. Encore relativement récent à l'époque. Et il s'y intéressait, il l'étudiait par lui-même, donc c'était loin d'être un cancre. Il a parfois dû demander de l'aide en mathématiques pour des travaux, mais pas pour la relativité restreinte, plus tard, pour la relativité générale. Et le fait est qu'il a eu son diplôme, mais n'étant pas l'élève le plus brillant de sa promotion, c'était aussi un élève très indiscipliné, dans un système, l'Autriche et l'Allemagne, qui était très carré, marche ou pas. Einstein n'était pas du tout comme ça. Il n'aimait pas l'autorité. Ça lui a joué de mauvais tours. Et de fait, il n'a pas pu obtenir de chaire universitaire pour enseigner. Donc il est rentré au bureau des brevets. Comme expert scientifique niveau 1, comme un type alors de fortes et lourdes connaissances scientifiques. Et le fait est que son chef de service reconnaissait ses capacités et bien souvent ne l'embêtait pas. Fais ton job et je te fous la paix. Et donc Einstein n'était pas du tout isolé. Il correspondait par courrier avec bien d'autres scientifiques, assistait à des conférences et rencontrait parfois d'autres scientifiques à des terrasses de café où il discutait science ou avec son épouse, Mileva Maric. Donc, il était loin d'être isolé. Cette image du savant solitaire n'ayant pas réussi ses études est complètement faux. Mais ça peut être alimenté une partie des débats. Quand il y a des erreurs historiques, forcément, ça alimente les débats. Voilà, bon, formons cette parenthèse historique qui méritait d'être citée. Petit détail encore. N'oublions pas que, déjà à cette époque, et encore plus à la nôtre, ce qui fait foi, ce sont les dates de publication. Quand on publie un résultat X, c'est la date de publication officielle dans une revue à comité de lecture, reconnue par la communauté scientifique. C'est cette date qui fait foi.
Toujours. Donc quand vous avez un résultat, il ne faut pas traîner, il faut le publier. Et dans toutes les querelles de paternité récentes, les dates sont non ambiguës. On sait qui a publié, quand, quoi, à quel moment. Donc il n'y a en réalité pas de réel problème. Enfin, soit, pour cet aspect historique. Revenons à l'aspect scientifique. Donc voilà pour les transformations de Lorentz. Bon, vous avez vu, cette élaboration n'est pas triviale, mais surtout, ça fait un peu bricolage. Hein. On a fait des expériences de pensée, de dilatation du temps, de contraction des longueurs, de désynchronisation des horloges, sur la simultanéité, les directions transverses. Et on a mélangé toute cette soupe pour arriver à un résultat. Mais est-on sûr que c'est correct? Est-ce qu'on n'a pas commis d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire? Est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir d'autres résultats? Pour en être sûr, il faut voir une approche plus rigoureuse. Alors ça, c'est ce que nous entamerons dans la prochaine vidéo. C'est assez technique, je le dis déjà, même fort technique, mais pas fondamentalement difficile. C'est de l'algèbre. Il s'agit de réaliser, de partir des postulats et de faire une construction purement algébrique, rigoureuse, pour arriver aux transformations de Lorentz. Et ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie.